Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les étudiants pauvres, ils sont pas c'est pas parce qu'un jour tu as le bac et boum, tu deviens pauvre. C'est que tu es enfant de pauvre toi-même. Salut tout le monde, nouveau numéro des Vrais, le podcast qui donne la parole aux vrais gars et aux vraies meufs. Aujourd'hui, mon invitée est la grande sœur du peuple. Depuis 6 ans, elle donne des conseils sur les réseaux sociaux à des étudiants qui veulent s'en sortir. Ça a commencé par des recettes de la galère pour les étudiants précaires. Aujourd'hui, c'est de l'accompagnement dans les premières difficultés de la vie d'adulte. Trouver un stage, un premier emploi, un appartement. Imen Bounou, bienvenue parmi les vrais. Merci Redouane. Alors si je t'invite aujourd'hui, c'est pour parler de ce compte sur les réseaux sociaux, Grimpe, suivi par plus de 100 000 personnes, tous réseaux confondus. À mon époque, on disait que l'ascenseur social était en panne et qu'il fallait emprunter l'escalier. Mmh. Là, on a l'impression, à en croire ton compte, qu'il faut même plus emprunter l'escalier. L'escalier est condamné, là, faut grimper Mmh, sur mmh. l'Everest de la réussite, c'est ça? T'es Tout un à peu le fait. Sherpa Peut-être. des jeunes aujourd'hui. En tout cas, j'ai la même analogie que toi, à savoir que c'est une montagne, qu'il faut grimper et c'est pas un ascenseur social, hein, mais dans ta génération, c'était le cas aussi. Et effectivement, j'ai l'impression que, étant donné qu'on a une jeunesse qui se paupérise, qui a des difficultés, de santé mentale de plus en plus croissantes, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur et les chiffres me donnent raison. Donc oui, c'est une montagne et plus un ascenseur. Je lisais un livre la dernière fois, je me souviens plus du titre, je crois que c'est Le capitalisme ludique, Mmh. qui faisait le parallèle entre un jeu vidéo et le capitalisme en disant en fait le jeu est buggé aujourd'hui. Jusque-là ça marchait parce qu'il y Mmh. avait quelques personnes qui arrivaient à passer les échelons, les Mmh. paliers. Mais à partir du moment où plus personne n'arrive à s'en sortir, à passer les paliers, à partir du Mmh. moment où il n'y a même plus d'exemple d'exception à la méritocratie, Mmh. c'est foiré. C'est clair et je pense que c'est important quand on fait partie un peu de ces personnes qui ont réussi à aller jusqu'au, niveau, que l'on souhaitait, de Supérieur. rappeler, je sais pas si c'est supérieur, mais en tout cas, on a pu avancer dans le jeu et de rappeler on était beaucoup sur la ligne de départ et qu'effectivement, il y en a plein pour qui le jeu il a buggé et c'est pas parce que nous on est là, on est bruyants, on en parle, on fait des podcasts, on fait des télés et cetera, qu'on est la majorité. Au contraire, moi je me souviens, au Mans, j'ai plein de copines à moi qui ont arrêté les cours très, très, très tôt, des copines à moi qui étaient en foyer, des copines à moi qui ont dû travailler pour aider leur maman. Généralement, c'est des familles isolées et familles monoparentales. Donc effectivement, le jeu, il est pipé depuis le début. Donc on va revenir sur ton parcours. Mm. Tu viens de le dire, tu viens du Mans, Ouais. quartier populaire du Mans. Ouais. J'ai entendu dans une interview récemment que tu coches toutes les cases du bingo de la discrimination. Grave. Heu, Ça veut dire quoi, Bah, concrètement? ça veut dire, j'en fais pas. C'est pas pour me victimiser que je dis ça, mais de manière tout à fait concrète. On connaît, je crois qu'il y a 17 critères de discrimination. Bon, je dois en avoir pas mal quand même. Je suis une jeune femme, je suis d'origine maghrébine. J'ai grandi dans une petite ville. J'ai pas grandi à Paris. Et même si c'est pas si loin, mais en fait, j'ai pas grandi dans une grande ville. Donc, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas le même accès aux études supérieures, c'est pas le même accès à tout un tas de choses. Enfin bref, je vais pas faire la liste ici, mais effectivement, et je pense que c'est important de le savoir parce que je fais pas ça pour faire ma propre autocritique, parce que de toute façon, c'est pas ma faute, mais ni même ma propre introspection, mais c'est pour savoir dans quel monde j'évolue. Et effectivement, je peux rencontrer des discriminations à différents niveaux, et c'est important pour moi de le savoir pour pouvoir les éviter. Et donc tu t'es lancé sur les réseaux il y a 6 ans à peu Mm. près. Au départ, ça commençait, je l'ai dit en introduction, par des recettes. Ouais. Parce que tu étais une des premières, à parler de la précarité étudiante, avant même qu'on en parle, avant même le covid où Ouais. tout le monde s'est mis à en parler. Mm. Toi, tu en parlais dès 2018-2019. Mhm. Pourquoi cette thématique? Parce que c'est quelque chose que tu vivais toi au quotidien Mm. et tu t'es rendu compte que vous étiez nombreux à le vivre, c'est ça? Exactement. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose de très bête, c'est que moi, donc j'étais boursière et de l'échelon le plus élevé de la bourse, pardon. Quand j'arrive à Paris pour faire mes études, je me rends compte que déjà dans ma classe, on n'est pas beaucoup. Quand j'arrive en master, clairement, je suis la seule à avoir prétendu un jour à la bourse, alors que la bourse échelon 0 bis, elle est accessible à des foyers plutôt de classe moyenne. Bref, et du coup, ce que je me suis dit très tôt, c'est que bon, peut-être que j'en ai pas forcément rencontré dans mes classes, des personnes comme moi, mais je sais qu'il y en a ailleurs parce que moi j'habite dans un crous, que j'ai connu en plus des crous hyper difficiles. Bon, je ne suis pas restée longtemps parce que j'ai pété un câble, mais j'ai connu des crous difficiles où j'ai rencontré des personnes qui vivaient ces problématiques-là. Et au moment où moi j'arrive en Master 1, puisque je lance en Master 1, je suis en alternance, je me dis, bon, ma vie elle commence un peu à se stabiliser, mon logement il est bien, etc. Je vais donner ce que j'ai appris en fait pendant ces 3 ans qui m'ont précédé, à savoir des conseils pour se nourrir correctement, parce que je pense que c'est cette précarité alimentaire, moi je l'ai vécue, mais je pense que je fais pas partie des pires. J'ai jamais eu affaire à appeler à une association, par exemple, mais j'en ai vu. Moi, j'ai vu, par exemple, dans mon crous, ce que moi je faisais, ce qu'on faisait, c'était vraiment une tradition dans le bâtiment, c'est que quand on avait
trop plein de courses pour éviter de faire du gâchis, on déposait en bas et ça tenait pas 5 minutes. Donc c'est qu'il y avait des personnes qui étaient mes voisins, mes voisines, qui avaient des problèmes pour se nourrir et il y a une il y a une telle envie de dignité que les gens le disent pas et que les gens ont la dalle, ils sont là pour faire leurs études, ils viennent de loin, ils viennent de villes en dehors de Paris, ils viennent parfois d'autres pays que personne ne le dit. Et donc quand j'arrive à ce moment-là de ma vie, je me dis bah je vais donner des conseils à ces personnes-là. On va se retrouver d'une manière ou d'une autre. On ne s'est peut-être pas trop parlé parce que je ne les ai pas tant croisés que ça dans mes études. Et en fait, ça a marché puisqu'effectivement, le compte, je l'ai lancé en 2019. Mais avant ça, j'étais déjà active sur d'autres réseaux sociaux. Et j'ai eu un succès très rapide parce que je pense que les gens avaient besoin de ces conseils de façon très pragmatique. Et je pense que ça a répondu aussi à un besoin de rompre l'isolement et un peu le silence sur cette question. Puisque effectivement, moi, je date le moment où on parle précarité étudiante, c'est pendant le Covid, quand on voit les files d'attente Mmh. devant les associations. Et là, c'est criant, ça saute aux yeux de tout le monde, mais la réalité, c'est que ça existe depuis longtemps. C'est juste la démonstration un peu spectaculaire de ce fait-là. Ça existe depuis si longtemps que ça, selon toi? Parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène quand même assez nouveau, Mm. qu'il y a une paupérisation des étudiants, durant les années 2010 qu'on n'avait pas vu venir. Aussi parce que les logements à Paris ont explosé, Mm. que le Crous ne pouvait pas satisfaire tout le monde et qu'on s'est retrouvé à habiter dans des colocs, Mm. avec des loyers hyper élevés. Mmh. Bah, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les étudiants pauvres, ils sont pas. C'est pas parce qu'un jour tu as le bac et boum, tu deviens pauvre. C'est que tu es enfant de pauvre toi-même. Et à partir du moment où cette pauvreté, elle est grandissante et qu'elle a toujours existé malheureusement, bah oui, il y a toujours eu des étudiants pauvres. Ce qu'on peut peut-être admettre, c'est qu'effectivement, il y en avait moins parce que du coup, ces étudiants avaient moins accès aux études. Enfin, ces jeunes avaient moins accès aux études. C'est juste. Et donc, nous, on fait partie d'une génération où on a accès aux études. Alors, de façon très marginale, hein. Je crois qu'on représente en master, c'est 14% d'enfants d'ouvriers, il me semble, si je me trompe pas. Donc c'est marginal, mais on y arrive et du coup effectivement ça expose un nouveau problème qui est celui de la précarité de ces jeunes-là qui viennent déjà de familles précaires, qui arrivent à faire des études parce que le talent est là, le courage est là, la détermination est là et aussi les aides, hein. Moi je suis très contente, mes parents ont pu m'aider de la façon la plus généreuse qu'ils pouvaient parce qu'ils l'ont fait à leur échelle et j'ai pu être aidée par des associations, etc. Et en fait, du coup, ça montre un nouveau problème. Mais moi, je reviens, mon père, quand il arrive en France pour faire ses études, il a déjà des problématiques de précarité étudiante. Il habite dans un squat, tu vois. Et là, on est 30 ans auparavant. Ton père, il a fait des études? Ouais, ouais, ouais. Moi, mon père, il a fait des études. Alors, ma mère et mon père, c'est deux trajectoires d'immigration un peu similaires puisque leurs pères respectifs étaient déjà en France. Mmh. Mes grands-pères ont fait ils n'ont pas fait la guerre. Enfin, mon grand-père a fait la guerre d'Algérie, mais mon côté algérien. Ils sont arrivés en France pour reconstruire la France, en fait, post-guerre, post-Seconde Guerre mondiale et post-guerre d'Algérie. Et donc, mon grand-père maternel est resté, mon grand-père paternel est parti, mais mes deux parents sont arrivés en France, chacun dans des parcours migratoires différents. Et mon père, il est venu pour faire ses études à Saint-Denis, à l'université, où moi, j'ai été pour faire ma licence. Ah, c'est marrant. Ouais, ouais, Paris ouais. 8, Paris 8, de père en Saint-Denis, fille. tout à fait. Il m'avait montré sa petite carte étudiante. Bref, ça, c'était très symbolique pour moi. Et effectivement, il a fait ses études. Il est allé jusqu'au master. Mmh. Et ensuite, et en plus, il a fait un master de dingue, genre sciences, économie, sciences politiques, je crois, et option mandarin ou chinois, je sais plus. Enfin bref, il a fait un truc que même moi, je serais incapable de faire. Et il n'a pas pour autant travaillé dans ce domaine-là. Et mon père, il est maçon maintenant. Voilà. Parce que la trajectoire de vie fait que il était sans papier. Et donc, il n'a pas réussi à trouver un travail Mmh. dans, face à cette Dans la situation recherche administrative. Bah, notamment, voilà. Et du coup, il a pris la première mission de maçonnerie. Et puis ensuite, il en a fait le travail de sa vie. Et puis voilà, il est tombé malade, etc. Mais effectivement, mon père a fait des études. et puis il y a les récits qu'on a tous entendus quand on vient de banlieue, de cet ami, ce grand frère qui a un bac+5 et Mm. qui trouve pas de job, Mais oui. lui qui a fait des études, elle qui a fait des études et qui se retrouve en galère. Il y a ça. Il y a aussi toutes les difficultés que tu racontes au quotidien auxquelles sont confrontés les étudiants. Hem, comment tu fais pour lutter contre le découragement ambiant? Parce qu'on le sent, je le disais au début, Mm. il y a aussi la volonté de baisser les bras, enfin, c'est un système qui écrase et qui ne donne aucune chance, aucune place à ceux qui espèrent peut-être s'en Mm. sortir. Bah, c'est clair. Moi, je suis consciente que je le fais sur les réseaux sociaux. Alors, je rencontre des associations très régulièrement, je fais des interventions dans des écoles, etc. Mais en fait, je me dis, sur les réseaux sociaux, mon rôle, c'est à la fois, je veux pas faire du quand on veut, on peut, du yaka faucon. Donc, je parle de la situation inégalitaire, des inégalités, des discriminations, etc. Mais je montre aussi qu'il est possible d'y arriver, parce que vraiment, j'y crois foncièrement et je peux pas penser le contraire, parce que sinon, en fait, je décourage tout le monde et je leur dis, mais laissez tomber, de toute façon, vous allez subir des discriminations, arrêtez-vous là. En fait, ça, c'est quelque chose que je peux pas dire. Donc, je montrais la réalité,
je montre à quel point c'est dur et je partage des stratégies pour justement essayer d'éviter ces galères-là. Typiquement, sur l'accès au logement, euh, bon, je ne vais pas dire que c'est moi qui ai inventé ça, mais il y avait évidemment des conseils comment trouver un appartement avant que j'arrive sur Internet. Mais par contre, comment trouver un appartement quand t'as pas de garant parce que tes parents ils peuvent pas être tes garants, parce que tu as un profil qui est un profil qui va être discriminé parce que tu as un prénom maghrébin ou que tu es une personne noire ou que tu es une personne peu importe. Du coup, je donne ces stratégies-là d'évitement un peu et de connaissance du système dans lequel on évolue. Donc c'est ce que moi je donne comme conseil parce que je crois vraiment qu'il est possible d'y arriver si on a les bonnes stratégies. Et au quotidien, tu parles de toi, ton vécu, ton Oui. parcours, les épreuves que tu vis, toi, Mm, que tu as traversées, toi. mm. Hem, Qu'est-ce qu'on peut tirer de ton parcours? Est-ce que c'est le parcours d'une fille qui a craqué le système? Ou est-ce que c'est le parcours d'une exception qui prouve que ça peut quand même encore marcher? Moi, j'ai pas envie d'être une caution, d'un système qui marche pas, Bah, c'est tu ça. vois? Parce que, Mmh, tu dis en permanence que tu ne crois pas en la méritocratie, mmh, tu le dis sur les mmh. réseaux, mais de l'autre côté, quand on regarde ton parcours, on peut se dire: «Bah si, c'est l'exception qui prouve Ouais, que mais à la quel prix? méritocratie À quel prix? marche». Moi, ce que je préfère dire, c'est que, déjà, premièrement, moi, j'ai pas plus de mérite que des personnes que j'ai croisées dans mes études parce que, moi, typiquement, je révisais pas vraiment à la maison. Moi, j'avais la capacité de retenir tout en cours, de poser plein de questions et quand je rentrais à la maison, je révisais pas forcément. J'étais pas, voilà, je pense pas avoir, mérité de façon, hyper, pragmatique plus que certaines personnes que moi j'ai croisées. C'est juste que moi, je pense qu'il y avait des choses dans mon parcours qui ont fait que, il y a eu un refus de l'assignation très tôt, comme je te disais avec mon papa. Mon papa, je l'ai vu et il m'a raconté très jeune le moment où il a laissé tomber l'idée de faire le travail qu'il méritait de faire et qu'il a fait maçonnerie. Et donc vraiment, c'est un truc qui a conditionné tout ce que je suis. Et donc, je pense que face à des choses hyper dures, enfin, des faits de discrimination hyper importants, des difficultés économiques, des difficultés sociales, un isolement, enfin, des trucs, voilà, je dis pas que mon parcours, c'est Cosette, quoi, mais bon, des trucs compliqués. En fait, j'ai eu la rage d'y arriver. Et du coup, je veux pas non plus dire que si vous avez la rage, vous allez le faire. Donc, je suis dans une approche hyper humble, hyper modeste, de dire, bah voilà, moi, j'en suis là. Je fais partie d'une génération quand même qui est peut-être pas trop la tienne, où il y a d'autres personnes, je vois d'autres personnes, tu vois, où il n'y a Oui, pas que moi. il y a une multiplication Voilà, des modèles c'est aujourd'hui. ça. Je peux te citer quelqu'un dans le journalisme, je peux te citer quelqu'un dans la culture, dans la musique, dans le théâtre, je peux te citer quelqu'un dans la finance, enfin, tu vois, Ouais. genre, il y a quand même des personnes, et donc l'équilibre entre eux, me prenez pas non plus comme caution de la méritocratie. En même temps, je la critique tellement que je crois que c'est difficile de le faire. Et ne soyez pas découragés. Voilà, c'est un peu tangent, mais bon, j'essaie de le tenir comme je Mais peux. parce qu'il y a une forme d'hémiplégie dans le discours Mm, ambiant. mm. Il y a à la fois, ma génération, quand j'arrive en école de journalisme, il y a pas de profil comme le mien Mm, dans les médias. Ça n'existe mm, pas. S'il y a quelques rares mm, exceptions, mm, Rachid Arabe, Harry Roselmack, mm, mais il y a pas de modèle visible. mm. Aujourd'hui, il y en a plein. Aujourd'hui, il y en a plein, mais j'ai l'impression que le sentiment de découragement et le sentiment de «on ne va pas y arriver» Mm. est beaucoup plus fort qu'il y a 20 ans. Bah, c'est normal parce que la représentation, c'est important, mais ça suffit pas. Et en fait, quand tu as, je te prends un exemple, quand tu as 16 ans et que, bah oui, imaginons ton rêve, c'est d'être journaliste. Tu vas écouter Redon Tella à la radio, tu vas allumer la télé, tu vas tomber sur Mohamed Bouafsi, mais tu as ta prof qui est pas là depuis 6 mois. Tu as un policier qui va te violenter. Tu as une association qui va te dire, bah, on va tout faire pour, mais là, on n'est pas assez, tu vois. Et en fait, tu es complètement pris dans un système où même si tu te projettes, même si tu vois, même si tu as envie de le faire et qu'il y a d'autres modèles, c'est pas suffisant parce qu'il y a des difficultés face à toi qui sont économiques, sociales, structurelles, qui vont être dures à dépasser. Donc c'est pour ça, on peut se réjouir qu'effectivement il y a plus de modèles, mais c'est pas forcément suffisant. Tu l'as dit, tu viens des quartiers populaires du Mm, Mans. Tu vois aussi que dans ces quartiers populaires, il y a une forme de libéralisme depuis 10 ans mm. bah, en fait, le système ne marche pas, le système est en panne, On va craquer le système. nous on va craquer le système, on va monter nos boîtes, on va Mm, faire sans eux. mm. C'est un échec des pouvoirs publics. Est-ce que tu comprends ces gens qui ne croient plus du tout en la politique et qui croient qu'en eux-mêmes, Ouais, bah aux oui. individus et en la puissance à la puissance de l'individu? Mais moi j'ai toujours dit, si en France on a un courant politique de droite qui est pas xénophobe, enfin il rafle tout dans les quartiers en fait. Parce Mmh. qu'effectivement, il y a cette volonté entrepreneuriale, cette volonté aussi qui est
issue effectivement d'un refus du déterminisme. Moi, je la respecte, hein, il y a aucun problème. Je pense qu'effectivement, je suis contente qu'il y ait des parcours entrepreneuriaux. Je pense juste que, effectivement, c'est le résultat d'un échec des services publics parce que moi, je veux qu'il y ait autant de gens, dans les quartiers qui ont envie d'être, entrepreneurs comme, profs, comme, travailler dans la culture. Enfin, en gros, je veux juste que le panel d'ambition soit, accessible et soit connu de tous et ensuite, chacun avisera. Mais effectivement, il y a enfin, ce que tu dis, c'est vrai. Et comment tu luttes contre la phrase qu'on entend tous de: «Ces métiers-là, c'est pas pour nous. Ce secteur-là, c'est pas Mmh. pour nous. Ben, moi, L'administration publique, c'est pas mmh, pour nous». comment je fais? Alors, il se trouve que moi, je travaille dans la politique. C'est ça? Voilà. Donc, je travaille, je pense, dans un milieu qui est, Tu détesté, es collaboratrice tout à parlementaire. fait et comment je fais pour, lutter contre, alors, je vais dire l'autocensure, mais également contre tout ce qui, te fait croire que c'est pas ta place, parce qu'en fait, comme moi, c'est ce que je dis, quand je suis à l'Assemblée nationale, en fait, je suis avec les idéologues, de la xénophobie, des inégalités, des discriminations et enfin, tu vois, tu croises Marine Le Pen quand tu es à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut Et pas que, faut aussi faire et malheureusement, pas que, et bah pas non, que. toute la clique. Bref et comment je fais? Bah, alors, je pense que déjà, effectivement, c'est important de montrer que, on peut y être et être, comme on est, ne pas avoir à se trahir, être là avec ses convictions, sa façon d'être, sa façon de parler, et cetera. Et je pense que c'est important de montrer aussi la réalité. Enfin, moi, l'une des premières remarques que je me suis faites, et avec tout le respect que je leur dois quand j'arrive à l'Assemblée, c'est que je me dis: «Ah ouais, mais il y a des députés, c'est des teubés, en fait». Enfin, tu vois? Genre, ils sont suffisants, ils sont pas hyper intelligents, ils sont pas hyper, rapides et cetera et en fait, je me dis: «Et nous, on est là» et moi, je vois des gens, qui ont des parcours de dingue et qui sont hyper intelligents, hyper débrouillards et qui se sentent pas légitimes et donc je pense qu'il y a aussi, un enjeu à, démystifier un peu ces institutions-là et les personnes qui y travaillent et les personnes qui sont, des personnalités, politiques, publiques et cetera. Parce que du coup, à force de les idéaliser, on va se dévaloriser alors qu'on est largement, méritant. Enfin, moi, j'ai aucun problème de, légitimité, aucun problème, j'ai aucun mal-être à me trouver dans une pièce où tout le monde a fait Sciences Po. Moi, j'ai pas fait Sciences Po, bon, j'ai fait Paris 8 en licence et la Sorbonne en master. Moi, j'en suis très fière, mais j'ai aucun problème, parce que je sais tout à fait d'où je viens, je connais mon parcours, je sais que, ce que j'ai fait, c'est dingue à mon âge, d'où je viens et cetera et donc je pense qu'il faut aussi apprendre à se valoriser et refuser, comme je disais, l'assignation et comment dire? Et parfois, je pense qu'il faut aussi hem, congratuler, tu vois? Genre, ils sont pas passés par ils ont pas vécu ce que moi j'ai vécu et moi je suis là. Donc en fait, je mérite, peut-être un peu plus qu'eux, même ma place, tu vois? Et Voilà. alors précisément, qu'est-ce que tu as vécu? À quel moment tu t'es sentie empêchée? Bah, moi je me souviens, dans un stage précédent, une, manager qui me dit: «Viens, on va parler, on va se poser sur le canapé» et cetera. Qui me dit: «Bon, faut que je te dise la vérité, comment dire? Ces métiers-là, ils sont pas faits pour toi». Mais elle me le dit de façon très franche, On parle de tu vois? quel métier à ce moment-là? C'était, les médias. Les médias, Ouais. d'accord. Ces métiers-là, ils sont pas faits pour toi, tu vas galérer, moi j'en ai jamais vu et cetera. Mais c'est vraiment hyper franc, en fait et alors je l'aime beaucoup, donc je crois pas que ce soit malveillant et puis je crois pas qu'elle ait une construction idéologique qui fait qu'elle savait dans quoi son discours s'inscrivait. Mais en C'était fait, presque par bienveillance. bah, c'était presque par bienveillance, c'était presque, bon, il va falloir que tu changes certains trucs ou bien, va peut-être falloir que tu te réorientes, tu vois? Mais c'était pas méchant. C'était profondément, décourageant, mais c'était pas méchant. Et donc, moi, je me souviens lui dire: «Mais je m'en fous». Enfin, tu vois? Juste simple, je m'en fous. Et ça peut te paraître un peu suffisant, un peu, égocentrique de dire ça, mais le simple fait d'avoir dit: «Je m'en fous» à plein de moments de ma vie, je pense que ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée quand, je me suis retrouvée face à l'assistante, enfin la, conseillère d'orientation qui me dit, «Mais, CAP, enfin le CAP petite enfance, en fait, c'est bien pour toi». Bah non, je vais faire L et ce que tu dis, je m'en fous. Quand je me fais virer, en seconde parce que, je suis dans un mal-être, terrible où je vois pas ce que je peux faire plus tard, je sais que j'ai du talent, mais j'ai aussi beaucoup de convictions qui font que, bah, je refuse certaines choses des phrases que certains profs vont dire à mes camarades, des phrases que certains profs vont me dire à moi et du coup, je me prends la tête avec des profs et à la fin, quand on me dit, «Mais en fait, tu vas te faire virer» et hem, soit tu restes et tu redoubles et c'est un parcours qui va être arrêté et avorté très tôt, soit tu pars et mais tu vas être dans un autre lycée avec des gens que tu connais pas et quand j'arrive dans ce lycée-là, je vois que les gens, sont un peu, tu sais, enfin, c'est limite si
moi, je m'en foutais. Moi, j'étais dans un lycée, voilà, je m'adaptais très bien. J'ai grandi dans plein de milieux. Enfin, j'ai grandi dans un milieu social. C'est différent de grandir au Mans et de grandir en banlieue parisienne. Parce qu'au Mans, moi, je côtoyais des agriculteurs comme je côtoyais. Enfin, tu vois, j'ai connu des personnes très différentes. Et donc, quand moi j'arrive et quand je vois que les gens me traitent un peu bizarrement et genre me regardent un peu de loin, et ben, je me dis, je m'en fous. Et en fait, le temps m'a donné raison parce que ça s'est très bien passé. Et donc, ça peut paraître complètement, à côté de la plaque et un peu limité comme réflexion, mais juste avoir dit: «Je m'en fous», je pense que ça m'a sauvé plein de fois. C'est un super conseil. Ah bah, tant mieux. C'est la première fois que je l'entends formuler comme ça. Bah, je m'en fous, genre je suis là, je m'en fous quoi. Voilà. Mais c'est un conseil exceptionnel. Tant mieux, en tout cas, il est honnête. Et pour le coup, moi, la première fois que je t'ai croisé, c'était je crois que c'est un de tes premiers stages, Oui, voire c'était même, le deuxième, ouais. c'est ça? Mmh. Donc à Radio France, où je travaille Mmh. encore aujourd'hui. Toi, tu étais en stage à France Culture, Oui, je crois au service communication, si tout je dis à pas de fait, ouais. bêtises. Mmh mh. Hem Et je te vois, et à l'époque, alors on va pas se mentir, déjà à France Culture, une meuf rebeu, ça n'arrive pas tous les jours. Mais en plus, tu avais une particularité à cette époque-là, Ouais, je portais le foulard. c'est que tu portais le foulard. Mmh. Et je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh, il est en train de se passer un truc à Radio France». J'essaye de comprendre, il y a eu un bug dans la matrice, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible? Et en fait, je me suis dit tout de suite, ton attitude y était sans doute pour beaucoup. Mmh. Parce que tu étais très en confiance, très souriante, Mmh. et à ce moment-là, je me suis vraiment dit: le sourire que tu avais et la confiance que tu avais, c'était les armes pour la vie, quoi. Mmh Moi, mh. après, je t'ai perdu de vue, mais je me suis dit: «Bon, bah, j'ai aucun souci pour elle, je sais que ça va marcher». Parce Mmh. qu'il Ah y mais avait c'est quelque vrai. chose dans l'attitude Mmh. qui faisait que, forcément, ça allait ouvrir des portes. Mais en plus, ça s'est trop bien passé et moi, j'ai jamais eu de problème et effectivement, je dénotais et je le savais, mais on m'a jamais trop fait ressentir ça. Enfin, typiquement, le bureau de la communication était collé au bureau, d'une émission qui s'appelait Les Chemins de la philosophie Ah avec oui? Aled Delvendrette qui est maintenant, présidente de France Inter. Mais en Ma fait, elle directrice. était trop sympa Adèle, ça se passait trop bien. Emmanuel Laurentin, enfin, tu sais, c'est des gens, tu es dans la radio des idées, c'est des personnes, connues pour leur savoir, leurs idées et cetera, qui auraient toutes les raisons, même si bon, c'est pas très cool, d'avoir la grosse tête. Et en fait, avec moi, ça se passait super bien parce que, bah, effectivement, je pense que la chaleur humaine et le lien humain que j'ai réussissais peut-être à construire effectivement avec une attitude bah, chaleureuse, mais c'est vraiment comme ça que je suis, Mmh. y est pour beaucoup. Et effectivement, je pense que dans toutes mes expériences, ce qui m'a vraiment aidée, c'est ça. C'est le fait d'être extravertie déjà, et le fait d'être, bah, souriante, gentille, tu vois? Là, je suis à l'assemblée depuis octobre, j tous les agents, ils vont te dire: «Ah bah, tu une de mes préférées, t'es trop sympa», pareil pour, plein de personnes, en fait, c'est Mais juste, parce que trop souvent, dans les profils, d'étudiants précaires, mmh, d'étudiants pauvres, et cetera, il y a la question des complexes qui finissent par oui, enfermer, mais oui, qui finissent mmh. par te bouffer. Mais oui, et c'est pour ça, tu vois, on me disait, moi j'ai plein de effectivement, je remplis, plusieurs critères de discrimination, mais en fait, si je m'arrête à ça, je vais me mettre en boule, dans un coin, je vais me dire: «Mais voilà, il me parle pas parce que je suis comme ci, je suis comme ça». Mais pas du tout, en fait. Je suis consciente que je suis consciente du milieu dans lequel j'évolue, mais voilà, je m'en fous, tu vois? Mmh. J'assume d'être comme ça et je suis tout à fait à ma place une optique complètement, décomplexée et complètement, tranquille et à l'aise. Et donc effectivement, je pense que vraiment c'est ce que je renvoie et j'ai eu, l'opportunité de par, mon travail, mes projets et cetera, d'aller dans des endroits extrêmement prestigieux, sous les ordres de la République, tout ce que tu veux. Bah, le simple fait d'être comme ça, en fait, bah, ça se passait très bien. Et quand j'étais à Radio France, je parlais, effectivement avec tout le monde, je m'entendais avec tout le monde et je pense que, ça faisait du bien finalement, même mutuellement, que les choses elles se passent aussi naturellement et je les ai pas, hyper intellectualisées puisque je me disais juste: «Bah, c'est mes collègues de travail et ça se passe bien». Et je me souviens que quand je rends justement mon rapport de stage, j'ai un prof qui, encore une fois, est sympa. C'est terrible parce que c'est que des personnes gentilles qui te disent ça, qui me dit: «Mais tu t'es pas senti un peu mal à l'aise avec que des intellectuels au sein de la radio des idées?» Je lui dis: «Bah non». Voilà. Et c'était ma simple réponse et parce que c'était la vérité. Tu es suivi par 100 000 personnes. Mm. Quel est le truc qui revient souvent dans les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Alors, je vais Le problème pas. commun à tous. Je pense que c'est vraiment bah, c'est cool parce que ça fait le lien avec ce qu'on est en train de se dire, le lien, humain, à savoir, l'isolement. Et donc je pense que voir, bah, mon parcours, Mmh. ce que je raconte au quotidien,
ce que j'ai raconté quand j'étais étudiante, ce que je raconte maintenant comme je suis jeune cadre dynamique, en fait, ça rassure beaucoup, je crois, parce que c'est complètement honnête. Je ne mens pas sur mon parcours. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où bah voilà, je me suis retrouvée au chômage. Il y a eu des moments où j'ai déménagé, des moments de doute, etc. Et je crois vraiment que c'est ce qui fait du bien aux gens, c'est de montrer cette sincérité-là dans ce parcours qui paraît hyper éloigné quand on est très jeune. On se dit, mais moi, j'arriverai jamais, etc. Et même quand on y est, et moi, les personnes qui me suivent, elles ont sensiblement le même âge que moi, elles se sentent souvent isolées et elles voient des parcours hyper idéalisés sur Internet. Et je pense que cette sincérité, c'est ce qui fait que les personnes aiment me suivre. Mais dans ton parcours, il y a aussi les réseaux. Mm. Et les réseaux ont beaucoup joué Bah à ta oui. réussite. Ah bah ça c'est clair. C'est ton audience qui Ah a mais ça joué c'est clair. sur ta réussite. Oh pas 100%, Pas parce que. que tu vois, quand j'arrive à France Culture, j'ai 19 ans, Oui. j'ai pas de réseaux sociaux. Non. J'y vais et tu vois, et pourtant je suis à Saint-Denis, hein. Moi, je pense qu'ils ont jamais pris quelqu'un de Saint-Denis auparavant. Et je me souviens d'une anecdote où je croise la ministre de l'enseignement supérieur dans l'ascenseur. Je lui dis: «Ah bonjour madame la ministre, moi je suis stagiaire ici». Elle me dit: «Ah mais c'est bien, vous êtes au CELSA». Je fais: «Bah non, pas du tout, je suis à Paris 8». Et tu vois? Et je le dis, je le revendique. Donc je dirais pas que c'est que les réseaux, parce que franchement, j'étais une graine qui fructifiait déjà bien avant. Après, effectivement, ça a aidé, mais comme ça aurait pu me desservir complet, parce que ça a été aussi dur parfois, et que voilà, ça se gère, hein, quand tu as une notoriété, même si elle est petite à mon échelle. Je pense qu'effectivement, ça a aidé. Parce que du coup, ce côté humain, chaleureux, souriant que je l'ai rendu visible à des milliers de personnes. Et effectivement, je pense que il y a des gens, peut-être que elles avaient des stéréotypes, ou bien elles m'auraient pas approché dans un autre cadre. Et là, elles ont pu me découvrir sur Internet, et je pense que ça m'a aidé effectivement. Dans les moments difficiles liés à la notoriété, Mm, il y a eu une campagne de cyberharcèlement mm, très violente mm, à l'époque où tu proposais des recettes mm, pour les étudiants précaires. Parce que bfmtv.com avait produit une vidéo avec toi, on te voyait avec ton voile mm, en train de faire une recette. mm. Il y a une journaliste, on va pas la citer parce qu'elle le vaut pas, mérite pas, qui avait fait un tweet ignoble. Et ça a créé ensuite une campagne relayée par une partie de l'extrême droite, des identitaires, les suprémacistes blancs qui ont voulu te faire taire. Ça a été violent, très violent. Moi, j'ai pas le souvenir d'une campagne aussi violente. Ouais, je pense que c'est au panthéon du racisme, hein. Vraiment, Honnêtement, ouais. vraiment. Mm, Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez eu la chance de ne pas voir les tweets parce que c'était délirant. En fait, il y avait une, un vrai décalage entre ce que tu proposais sur les réseaux, bah oui. à savoir du sourire et des recettes, Mm, pour les étudiants précaires, encore une fois, mm, et la violence que tu as subie. mm. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, c'est bon, j'ai envie de disparaître, j'ai plus envie d'être visible, c'est beaucoup trop violent. Est-ce qu'ils ont, parce que au final, ils ont pas réussi. T'es toujours là, t'es toujours visible, et plus que visible. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils ont pas failli gagner? Non. Non, non, non. Bon, ça a été dur, hein. Moi, en plus, j'étais en cours. J'étais en cours quand j'ai vu les premiers tweets. Et c'était Jordan Bardella, donc c'était pas rien. Donc j'ai pleuré en cours. Et j'ai pleuré en cours. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Parce que moi, il faut vraiment revenir à comment j'ai grandi. Moi, je grandis dans un quartier qui est populaire, qui est multiculturel. Et en fait, moi, mes convictions religieuses, mes origines, elles sont hyper importantes pour moi. Mais tu sais, alors ça fait United Color of Benetton, mais je sais pas, moi j'ai toujours grandi comme ça. Moi je parle avec tout le monde. Moi je crois foncièrement qu'on est tous égaux, et que il est enfin voilà, c'est hyper idéaliste de dire ça comme ça, mais Et encore une fois, on va le dire, on se dit pas tous les jours qu'on est arabe, hein. bah Parfois, on oublie. bah, je me construis pas en me disant, bah voilà, je suis maghrébine, tu vois, je vis comme je suis, une jeune Mm, femme. Voilà, à ce moment-là, j'avais 21 ans, en plus j'étais hyper jeune. c'est ça. Genre, limite, c'est maintenant, j'en ai 26, je me dis, putain, petit bébé, genre, c'est trop dur ce qu'ils t'ont fait, tu vois. Et en fait, donc, bah, déjà, j'ai beaucoup pleuré. Ensuite, je suis rentrée chez moi dans mon crous et j'ai beaucoup pleuré. Et ensuite, je fais une story le jour même où je fais une recette de quinoa. Alors, un truc claqué que j'ai raté. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que Libération avait fait un article sur ça en disant elle a continué sa vie, elle a fait sa recette de quinoa au camembert, là, pour te dire que l'intitulé est dégueulasse. Et, et en fait, j'ai compris très tôt qu'il y avait une volonté de me faire taire et de m'invisibiliser dans l'espace public. Et pourtant, j'avais pas une parole militante, et quand bien même, en fait. Et donc, très tôt, je me suis dit, ok, alors, ce que mon père a vécu,
À savoir, mon père, il avait un master, un très bon master. Il a fait des études, bac+5, et le système a fait qu'il a terminé maçon parce qu'il était sans papier Mmh. et qu'il s'appelait Mohamed, et voilà. Et donc moi, ce que je vis, bah, c'est profondément la même mécanique. C'est des personnes qui refusent de me voir dans l'espace public. Moi, à ce moment-là, franchement, j'ai fait des JT, j'ai été partout sur Internet, j'ai fait de la télé, j'avais France Inter déjà à ce moment-là. J'avais fait Europe 1, donc j'avais fait même pas des trucs 100% à gauche, j'avais fait Sud Radio pour te dire. Mmh. Bref, donc j'étais hyper médiatisée. Et en fait, je me dis, bon, c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait arriver parce qu'il y a des personnes qui refusent que tu existes en tant que jeune femme qui porte le foulard à cette époque-là. Donc, ça arrivait, ça m'a un peu surprise et je me suis dit, ok, alors tu vas le vivre comme tu vas le vivre. Moi, je suis rentrée au Mans, j'ai passé du temps avec ma famille, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Mais tu dois pas, publiquement, tu as une forme de dignité à avoir parce que ce que eux te disent, c'est insignifiant et tu ne fais pas ça pour eux. Et il y a énormément de personnes qui, parce qu'elles t'ont suivi un jour, elles se sont reconnues en toi parce que tu viens du Mans, parce que tu es d'origine maghrébine, parce que tu es une jeune femme, parce que tu parles de cette façon, parce que tu crois en ça. Et en fait, il y avait trop de gens qui, je le savais, croyaient en moi et à qui j'avais donné un vrai message d'espoir pour que je les trahisse en me disant je vais quitter les réseaux sociaux et ils vont gagner et ils ont raison. Et donc j'ai juste fait preuve d'abnégation à ce moment-là, mais j'ai reçu aussi énormément de soutien, hein. Président de l'université, la Sorbonne qui m'avait appelé, au collège. Enfin, tu sais, c'était terrible parce que ça m'arrivait à moi et tout le monde, et personne ne comprenait. Parce que moi, j'ai jamais été, comme tu disais, quand tu m'as croisée en stage, j'ai toujours été hyper souriante, hyper affable, hyper généreuse, hyper chaleureuse avec tout le monde. Et donc, personne ne comprenait pourquoi ça m'arrivait à moi. Et quand même, ça devrait arriver à personne, mais ça a choqué vraiment tout le monde. Et donc, j'ai reçu énormément de soutien à ce moment-là. Et j'ai fait un petit message, je crois, quelques jours après, pour dire bah, simplement merci déjà à toutes les personnes qui m'ont défendue, parce qu'il faut aussi dire que oui, il y avait une énorme vague de harcèlement qui est partie jusqu'au pont de l'extrême droite, mais il y avait aussi très tôt en fait des personnes qui m'ont soutenu, pardon, des personnes que je connaissais pas, des personnalités publiques, politiques, médiatiques, plein de gens. Et donc j'ai fait un message quelques temps après pour juste dire merci. Vous n'avez jamais cherché à m'étiqueter et de toute façon ce serait bien trop compliqué parce que j'ai une identité qui est tellement multiple que bon courage pour me mettre quelque part. Moi, j'ai jamais Et on réussi. continue, voilà. Et on continue, et puis c'est tout. Et puis j'ai continué, et puis voilà, j'ai plus eu de problème. Et puis ça, si ça doit advenir, puisque de toute façon, que ce soit les réseaux sociaux, la sphère politique, la sphère médiatique, quand tu vois que même Jimmy Mohamed, il se fait harceler par la fachosphère, genre, c'est pas un militant, Jimmy Mohamed, tu vois, c'est un médecin qualifié et qui est dans les médias. Donc, faut se préparer, je pense, malheureusement, il y a une telle volonté d'effacement de certains profils, déjà de la société, et donc de surcroît dans les médias, que quand tu as un profil comme celui-ci, eh bien, il faut juste parfois se dire, bon, allez, j'y vais, et puis je m'en fous, quoi. Ça fait partie du jeu et encore une fois, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. J'aimerais terminer sur une question parce que tu as fait un post récemment qui m'a interpellé où tu parlais à la jeune Imen Mm. d'il y a quelques années et tu imaginais cet échange. Oui. J'aimerais que tu me racontes cet échange. Comment tu l'imagines? Alors, bon, effectivement, c'était Déjà, une qu'est-ce qu'elle te tendance. dirait? Mais elle me dirait que je suis une bête de meuf. Enfin, genre, elle me dirait que je suis vraiment une femme incroyable, déjà parce que je m'habille bien et qu'à l'époque, quand j'étais jeune, juste enfin, utiliser un parapluie quand il pleuvait, c'était trop féminin. Je voulais pas, je me sentais mal à l'aise. Je trouvais que ça faisait trop coquette, etc. Bref, donc elle me dirait C'est quoi ce certainement. délire? Non, Attends 2 mais secondes, toi, j'arrête. tu m'as pas connue, mais à l'époque, moi, je mettais des tuniques avec des joggings Adidas, des faux, bien sûr, et Ouais, des coques sportifs et des chaussures coques sportifs, ou des Ben Simon. Enfin, genre, j'étais. Bref, j'étais une d'accord. jeune adolescente qui cherchait son style. On juge pas. On juge pas, on juge pas. Franchement, il se passait des trucs très sombres en Sarthe dans les années 2000. Euh, Bah, déjà, il y avait François Fillon. ouais, déjà, déjà. Mais d'ailleurs, moi, je me souviens, putain, la détresse quand j'allais au centre social, au service informatique. Bon, alors moi, j'ai adoré ma MJC. Et bon, j'étais fan de Cristiano Ronaldo, donc j'allais imprimer des feuilles, je faisais des classeurs de Cristiano Ronaldo et tout. Mais des fois, je tapais sur Google stars qui viennent du Mans, personnalités qui viennent du Mans. Et je tombais sur François Fillon à chaque fois, donc c'était très dur. Ça a été un modèle de réussite pour toi? Non, pas du tout, pas du tout. Même pas capillairement parlant, alors que on peut quand même reconnaître qu'il a des Sacrée beaux mèche. cheveux. Ouais, Sacrée mèche, c'est je suis un ça, peu jaloux. c'est ça. Donc voilà, donc je fais cet échange-là il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux avec la jeune Imen. Et je crois que la première chose que je dis, c'est qu'effectivement, elle arrive, elle rigole. Et en fait, moi, je rigole avec elle.
tu vois? Parce que, bah, je connaissais, j'avais eu à ce moment-là des échanges avec des personnes qui étaient plus âgées que moi et je me plaignais jamais, j'étais jamais, défaitiste et juste je rigolais et je faisais des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque. Comme quand j'ai raconté que le premier café que je bois, c'est parce que j'ai un mais c'est marrant parce qu'en plus c'est quelqu'un qui avait travaillé, de loin avec François Fillon. J'ai un café aux Champs-Élysées avec, un consultant en communication de crise. Le gars, il travaille dans un cabinet énorme et tout et en fait, je vois que la carte, elle coûte hyper cher. C'est vraiment à l'Arc de Triomphe. Je me dis: «Bah, je vais prendre le truc le moins cher, c'est un café, c'est dégueulasse, je n'ai jamais bu de ma vie» et je me souviens, je le prends en photo discrètement où je suis comme ça en train de le boire et j'ai envie de pleurer. Donc je me suis pas plaint à ce moment-là et j'ai juste, fait preuve d'abnégation et de dignité aussi parce que, c'est on n'en a pas parlé mais moi, je me suis jamais plaint. Il y a des choses que moi j'ai vécues et qui sont le fait de mon milieu social dont je parlerai jamais sur internet, Mmh. parce que c'est privé et que voilà. Mais j'ai toujours été souriante et rigolote et donc effectivement, je pense que si je croisais la petite Imène, maintenant de 15, 16, 17, 18 ans, je pense qu'on rigolerait toutes les 2 et qu'elle me dirait: «Mais comment ça, tu fais ça maintenant?» et moi je lui dirais: «Mais oui, c'est une dinguerie» et en fait, c'est tout. Ça serait aussi simple que ça. Bon, à tous les jeunes qui veulent s'en sortir, un petit guide pratique. Ça marche peut-être pas, mais on s'en bat les steaks, Bon, on ça va les s'en steaks. fout, On boit du café, mais c'est dégueulasse parce que ça coûte pas cher. le Voilà. sourire et Mmh. on boit du café, on peut se permettre du sucre parce que quand même, Oui, oui, quand voilà quoi, même, parce ça qu'on coûte n'est que pas dalle des le darons, sucre. voilà. Merci beaucoup Imen, Merci à toi. à bientôt. À bientôt. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, vrai.redouane. À très vite.